Salut tout le monde, le chiropraticien. Aujourd'hui, on aborde un nouveau format, un format réaction, parce qu'en m'en venant au bureau, j'écoutais un podcast qui parlait de l'ostéopathie et il y avait beaucoup de désinformation. On rentre là-dedans. Allô la gang! Aujourd'hui, on va parler de l'ostéopathie. Dans le fond, j'ai vraiment eu envie d'inviter Valérie aujourd'hui, qui est mon ostéopathe, parce que moi, j'ai eu une grosse saga avec tout ce qui était mon cycle menstruel, récupérer mes règles. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Puis quand j'ai commencé à consulter en ostéopathie, je vais vous avouer que c'est un domaine que je comprenais pas. Même avant d'enregistrer l'épisode, j'étais comme... Elle m'avait vraiment aidée. Tu sais, dans le fond, j'ai récupéré mes règles. Dire que c'est grâce absolument à elle. C'est important de comprendre que là, on parle de consultation. Il faut faire bien attention avec les termes qu'on utilise quand on parle d'ostéopathie, quand on parle de naturopathie. Le terme consultation, ça veut dire qu'il y a un échange entre un professionnel de la santé pour une problématique particulière. Comme l'ostéopathie au Québec, c'est pas régulé, il n'y a pas d'ordre professionnel, ils n'ont pas d'acte réservé, on peut pas faire d'évaluation, on peut pas expliquer pourquoi vous avez mal, on peut pas donner de diagnostic. Le terme consultation pourrait laisser croire qu'on va régler un problème ou qu'ils ont des informations pertinentes pour notre santé. Fait que ça, il faut faire attention. On peut aller recevoir des soins, on peut recevoir un massage, des soins, mais on ne peut pas recevoir de traitement, on ne peut pas faire d'évaluation, on ne peut pas non plus faire de consultation. Parce que si on consulte pour quelque chose, on s'attend d'avoir des réponses spécifiques à notre problème. Et comme l'ostéopathie présentement au Québec n'a pas d'ordre professionnel, n'a pas d'acte réservé, ne peut pas évaluer, traiter tout ça, ça serait de la pratique illégale de la médecine. Ça, c'est le premier point. Après ça, deuxième point, c'est qu'on parle d'ostéopathie pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec le neuro-musculo-squelettique. Et c'est le gros problème avec l'ostéopathie. Comme il n'y a pas d'ordre professionnel, les ostéopathes peuvent se permettre de dire qu'ils vont traiter, soigner, accompagner n'importe quel type de problème de santé. Parce qu'il n'y a pas personne qui va venir les achaler. Un autre professionnel va dire, regarde, toi, tu es un chiropraticien, tu es un physiothérapeute neuro-musculo-squelettique. Si je m'en vais dire à mes patients que je traite l'autisme, je vais me faire rentrer dedans tout de suite. Fait que c'est le problème qu'on a avec l'ostéopathie. Ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi, puis les répercussions sont assez légères, à moins que le collège des médecins décide de faire une investigation sur cet ostéopathe, de voir comment elle fonctionne, puis s'il y a beaucoup de répétitions, de sous-entendus, de consultations, de suivi santé, d'évaluation pour des problématiques de santé, bien, ça se peut qu'elle soit poursuivie pour la pratique illégale de la médecine. C'est arrivé pour des naturopathes au Québec, des naturopathes dans un cabinet privé allaient offrir des suppléments spécifiques et le simple fait d'être dans un cabinet privé et de recevoir une recommandation d'un supplément pour une problématique de santé, c'est de la pratique illégale de la médecine. Parce que si on s'en va juste chez Shop Santé et on se prend un supplément, il n'y a pas de sous-entendu pour la personne qui achète le supplément qu'on est dans une consultation avec un professionnel de la santé. On est dans un établissement pour acheter un supplément. Mais aussi, si on est dans un cabinet privé puis qu'on est en one-on-one, la porte fermée, il y a un sous-entendu qu'on est avec un professionnel de la santé et cette recommandation-là deviendrait de la pratique illégale de la médecine. On continue. Je pourrais pas le dire, j'ai fait plein d'actions, mais entre autres l'ostéopathie. Moi, l'acupuncture, ça n'avait pas fonctionné, puis l'ostéopathie a fonctionné. Donc, des fois, d'essayer des différentes choses. Ça, c'est un autre bon point, puis je pense qu'elle l'a réalisé. L'important, c'est que quand vous allez voir un ostéopathe pour régler des problèmes par rapport sur votre santé, généralement, on va faire ça des résultats incidentaux. C'est que par accident, de façon incidentale, les soins n'ont pas vraiment rien changé dans votre problématique de santé. Cependant, comme elle a été introduite dans un processus de changement, bien, les gens vont penser que c'est l'ostéopathie qui a aidé. On aurait pu ne jamais consulter en ostéopathie, puis juste à travers le temps, notre condition serait améliorée. Puis l'ostéopathe est arrivé en dernier. Fait que de façon incidentale, ça vous a aidé. Commentaires sur YouTube ou même m'écrire en DM sur Instagram, comment vous avez trouvé ça. Puis sur ce, bonne écoute. Allô Valérie. Bonjour Isabelle. Ça va bien? Ça va bien, merci. Toi-même? Oui. Je pense que c'est ton premier podcast que tu fais. Absolument. Oui, OK. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler d'ostéopathie parce que tu es mon ostéopathe et moi, c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment... on m'a comme suggéré de voir un ostéopathe pour mes problèmes reliés à mon cycle menstruel, tout ça. Puis même, j'ai une amie après ça qui m'a écrit « Ah, tu sais, comme tu vois Valérie, elle aussi, c'est elle c'est toi qui voit comme ostéopathe. » Puis réalisez aussi que si un pseudo-représentant de santé vous aide avec une problématique particulière que le système de santé vous a jamais donné d'aide, tant et aussi longtemps qu'il vous prévient pas de recevoir des traitements qui seraient meilleurs, comme pharmacologiques, des choses comme ça, quand on a un professionnel, quand on a une personne de santé qui nous aide à passer des moments plus difficiles de notre vie, si on lui fait confiance, s'il y a une belle relation,
inconsciemment, le cerveau, lui, il va aimer ça, puis ça risque de plus aider que de nuire. Cependant, moi, mon problème, c'est qu'on va faire à croire à une patiente ou un patient qu'on est capable d'aider une problématique de santé en particulier quand on a zéro étude pour le dire, mais comme ils n'ont pas d'ordre professionnel, ils peuvent se permettre de dire ça, puis à moins, comme j'ai dit, là, à moins que le Collège des médecins décide de rentrer là-dedans, il n'y aura probablement aucune répercussion. Puis elle le voit pour d'autres choses complètement. Fait que je me disais que c'est un domaine qui sert à beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est un domaine qui est quand même très terme spécifique. Ça, c'est pour ça que aussi, je t'ai dit, comme je t'ai amené d'envoyer des questions, puis tu as des notes, parce que c'est comme un domaine qui est quand même, tu sais, c'est pas de la médecine, on pourrait dire moderne. Comment on appelle ça? C'est pas de la médecine traditionnelle. OK. C'est pas de la médecine non plus. Il faut arrêter d'introduire le terme médecine parce que ça légitimise la situation. C'est des soins alternatifs. C'est pas plus que ça. Si on dit que c'est de la médecine alternative, on s'entend que ça soit un substitut de la médecine, on n'est pas là. Parce que si moindrement il y a de l'évaluation, si moindrement il y a des tests qui sont faits, c'est de la pratique illégale de la médecine. Quand c'est neuromusculosquelettique, les seules personnes dans le système de santé au Québec qui peuvent faire une évaluation, qui peuvent faire des tests, qui peuvent donner un diagnostic pour tout ce qui est neuromusculosquelettique, c'est le docteur en chiropratique et le physiothérapeute. Puis après ça, le médecin. Comme les médecins, on est en pénurie, généralement, on va avoir un chiropraticien ou un physiothérapeute. L'ostéopathie, c'est pas une médecine alternative, c'est juste des soins alternatifs. Faut arrêter de dire médecine, c'est pas une médecine. En fait, c'est de la médecine alternative. Alternative. Donc, ça fait qu'il y a certains termes de la médecine que vous ne pouvez pas utiliser ou... C'est sûr qu'ils peuvent pas utiliser certains termes de la médecine parce que ça serait de la pratique illégale de la médecine. Puis ça, les institutions privées qui donnent les cours d'ostéopathie, même chose pour la naturopathie, ils sont très bien au courant de tous ces termes-là. Parce qu'ils veulent s'assurer que leurs membres, en sortant de l'école, ne se font pas rentrer dedans par le Collège des médecins. Fait qu'ils vont changer la terminologie pour essayer de passer en dessous du radar de la légalité. Fait qu'au lieu de dire évaluation, là, vous allez voir que évaluation revient beaucoup dans le podcast, mais c'est à son détriment parce qu'une évaluation, ça relève du domaine médical. Donc, au lieu de faire des évaluations, ils vont faire un bilan santé. Au lieu de faire des tests, ils vont faire ils vont faire une évaluation d'amplitude de mouvement. Au lieu de traiter, ils vont donner un soin. Un autre terme qui peut être utilisé, c'est au lieu de faire des suivis, des consultations, ça va être des accompagnements. Tout pour ne pas laisser croire dans la tête des clients qui vont les consulter, qui sont devant un professionnel de santé qualifié. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Puis à travers tout le podcast, je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais il y a beaucoup de termes médicaux qui sont utilisés. Et ça, c'est dangereux parce qu'une évaluation, un ostéopathe ne peut pas faire ça. Un naturopathe ne peut pas faire ça. Fait qu'on va regarder, mais vous allez voir qu'ils vont revenir fréquemment. On vous suggère pas d'utiliser ou pourquoi, mettons, tu me disais justement avant les enregistrements, il y a vraiment des termes plus spécifiques à l'ostéopathie. Parce que pour l'instant, on n'a pas d'ordre professionnel, donc pas d'acte réservé. Ça, c'est important. Puis l'acte réservé, je ne sais pas s'ils vont avoir de l'acte réservé, là, parce que en ce moment, au Canada, Québec, je veux dire, si jamais l'ostéopathie a un ordre professionnel, le seul acte réservé que je pourrais voir, qui pourrait peut-être avoir, c'est des manipulations. Parce qu'en là, nos manipulations chiropratiques ont été partagées avec la physiothérapie, puis ça se peut qu'ils pourraient être partagées avec l'ostéopathie. Mais à part de ça, il n'y aura pas grand d'autres choses qui vont être faites. Si jamais ils rentrent dans un ordre professionnel qui ont vraiment un cours standardisé à l'UQTR ou dans une université quelconque, que ce soit un baccalauréat ou un doctorat ou une maîtrise, là, on pourrait rentrer dans de l'évaluation des tests orthopédiques puis peut-être un diagnostic. Mais on est très, très, très loin de ça. Et une autre chose avec le fait qu'il n'y ait pas d'ordre professionnel, c'est que ça leur permet présentement de traiter plein de panoplies de problèmes de santé sans répercussion. Puis on va revoir ça constamment. Des problèmes niveau gastro-intestinal, des problèmes au niveau du crâne. On n'a juste pas d'évidence là-dessus, mais comme ils n'ont pas d'ordre professionnel, l'ordre professionnel, ce que ça fait, c'est que ça dit voici ce que vous allez devoir faire en société. Fait que t'es un ostéopathe, fait que vous allez travailler avec le musculo-squelettique. Et la majorité des ostéopathes ne veulent pas d'ordre professionnel parce que ça va les limiter dans leur champ d'action pseudo-scientifique. OK. On continue. Donc, les termes qu'on utilise, on doit faire attention pour ne pas utiliser des termes qui sont médicaux. Je comprends. Donc, qui sont réservés à la médecine, dans le fond. Exactement. OK, je comprends. Peux-tu nous dire justement un peu comme ton parcours, les études que tu as faites, comment qu'on devient ostéopathe? C'est quoi, justement, de où ça part que tu as eu cette passion-là, cette envie-là de devenir ostéopathe? OK. Pour commencer, je m'appelle Valérie Girard. J'ai fait un baccalauréat en ergothérapie à l'Université Laval. J'ai terminé ça en 1997. Par la suite, je voulais continuer mes études. Donc, j'ai entrepris ma formation en ostéopathie. J'ai commencé en 2000. J'ai terminé en 2006. C'est 6 ans les études. 6 ans? Les études au centre... 6 ans temps plein, là? Non.
OK. C'est un... Oh mon Dieu. Ça, c'est important à parler parce que quand on parle d'études en ostéopathie ou en naturopathie, généralement, c'est toutes des écoles privées qui vont donner ce diplôme-là. Fait que ce qui se passe, c'est que des fois, ils vont mettre un temps d'éducation extrêmement long, à temps partiel, des cours de fin de semaine, des affaires de même. Fait que ça a l'air de légitimer le cours comme étant une solution complète pour mieux comprendre le corps humain. Mais le problème avec tout ça, c'est que malgré qu'il y a des standards de base avec l'OMS, le problème, c'est qu'il n'y a pas personne au Canada, au Québec, qui va dans les institutions privées d'ostéopathie puis s'assure que les cours qui sont donnés ont des standards. Donc, on regarde, mettons, le niveau on regarde le niveau d'évidence scientifique qu'ils utilisent pour expliquer certaines conditions de santé. On regarde un peu, est-ce que les informations qu'ils donnent sont à jour au niveau des évidences scientifiques, au niveau de la littérature scientifique? On n'a pas ce standard-là, fait qu'on peut répéter des choses qui font absolument pas de sens. Puis après ça, les gens, eux autres, quand ils vont faire le cours, ils payent tellement cher pour ce cours-là que dans leur tête, si on payait tant cher pour ce cours-là, ça doit être des vraies informations, ça doit être des choses qui sont pertinentes, ça doit être des choses de santé qui font du sens. Fait qu'après ça, ça peut faire beaucoup de biais cognitifs avec le fait de penser que tu as reçu une éducation, tu penses que c'est utile, tu penses que tu as reçu une bonne éducation, mais tu pars avec des grosses lacunes, puis avec des grosses croyances vis-à-vis tes informations de santé, puis comment tu vas être capable d'aider tes clients dans le futur. Non, j'ai fait mon cours au COC, au Centre ostéopathique du Québec. OK. C'est 6 ans à temps partiel. OK. Ça équivaut comme à 3 ans, finalement. Ça me tombe sur à temps plein, c'est... Ceux qui font le cours à temps plein actuellement, Ouais. c'est sur une période, si je ne me trompe pas, de 5 ans. Puis encore une fois, là, on parle de 5 ans, là, mais ce qui est de la merde un peu, c'est qu'il n'y a pas de standard non plus. Fait que son 5 ans, ça peut être un 5 ans tout croche. Ça peut être un 5 ans passé sur des sujets de santé qui n'ont pas rapport, qui vont pas les aider à être des meilleurs professionnels de la santé. Fait que comme il n'y a pas de standard, qu'on parle de 5 ans, qu'on parle de 3 ans, qu'on parle de 10 ans, ça vaut pas grand-chose. Parce que s'il n'y a pas de standard, même si tu fais juste te faire enseigner de la diarrhée, tu ressors avec de la diarrhée. Fait que même si tu as passé 10 ans dans la diarrhée, t'es pas un meilleur professionnel de la santé. T'es juste une personne qui est sortie 10 ans avec plus de diarrhée que la personne qui est sortie avec 3 ans de diarrhée. Fait que c'est pas vraiment un plus-value. Quand on parle de docteur en chiropratique, quand on parle de physiothérapeute à l'Université de Québec à Trois-Rivières ou dans d'autres institutions universitaires, c'est des doctorats 5 ans. Donc, c'est un 5 ans avec des crédits standards gouvernementalisés. Puis après ça, les physiothérapeutes, c'est 4 ans. C'est une maîtrise, c'est une insertion en milieu de travail. Mais tout ça a des standards d'études, des standards de pratique. Puis en plus, on a des examens standardisés à l'échelle canadienne pour s'assurer que tous les membres, même après avoir reçu leur formation, ils ont un minimum d'éducation qui leur reste pour leur dire bravo, va-t'en en société. On n'a pas pantoute ça en ostéopathie, ni encore moins en naturopathie au Québec. C'est principalement la raison pourquoi que ceux qui vont à temps partiel, tout dépendant de l'école, c'est toujours un 5-6 ans environ. OK. Mais quand même, ça veut dire que c'est un domaine qui demande quand même beaucoup d'études puis beaucoup d'apprentissage, tout ça, pour devenir ostéopathe. Là. Oui. C'est pas ça du jour au lendemain. Tu t'inventes pas ostéopathe. Là. Non. Puis il y a quand même des critères que je vais vous parler plus loin, là, mais il y a des critères importants à respecter pour avoir son diplôme. OK. Donc, tu es devenu ostéopathe en 2000, tu disais en 2000? Donc, j'ai terminé ma formation en 2006. OK. Puis, j'ai commencé à travailler un peu autour dans la région de Montréal. Puis, je suis copropriétaire de chez Access Théo depuis 2010. OK. Ça, c'est à Rosemère. C'est là que moi que je vais. Oui. OK, parfait. Tu peux-tu justement démystifier c'est quoi l'ostéopathie? Parce que même moi qui te consulte puis qui a fait plusieurs rencontres, tout ça, Si après avoir consulté avec un thérapeute, la raison pour laquelle vous avez consulté est encore floue, c'est pas vraiment un bon signe. Les professionnels de la santé devraient être très capables, très clairement, de vous expliquer de façon très compréhensible pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là. Je prends un exemple d'un docteur en chiropratique. Si vous venez me voir pour votre mal de dos, c'est pas compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que je réduis la douleur puis j'augmente votre mobilité si elle est réduite. C'est ça que je fais. Que ce soit le travail des tissus mous, des manipulations lombaires, des manipulations thoraciques, des mobilisations, des exercices. Mon but, c'est à travers un protocole de traitement, puis je peux dire traitement parce qu'on a un autre professionnel, puis il y a des choses qui s'appliquent à notre profession comme un physiothérapeute. Contrairement à elle qui pourrait juste dire un soin. Vous allez voir qu'elle va revenir souvent avec le mot traitement. Mais qu'à travers mes traitements, vous allez mieux bouger, puis on va surtout réduire votre douleur. C'est pas mal ça l'objectif. Je pense que ça, c'est très compréhensible. Puis les ajustements, les mobilisations, le travail des tissus mous, c'est juste conjointement à tout ça. Parce que je pourrais faire absolument n'importe quoi. Je pourrais juste masser. Je pourrais juste faire le travail des tissus mous. Je pourrais juste faire des mobilisations ou juste des ajustements.
Si le patient a eu réponse à ses questions, si le patient comprend pourquoi il a mal, s'il a eu son diagnostic, s'il a eu des conseils à la maison pour mieux se gérer par lui-même, s'il y a des exercices, si en plus il comprend pourquoi je fais ce que je fais, je pourrais faire à peu près n'importe quoi, puis j'ai pas mal... Je pourrais faire pas mal n'importe quoi, puis j'augmente les chances que mon patient va s'améliorer. Parce que en ce moment, les études sont pas très claires. On ne sait pas exactement s'il y a une thérapie manuelle qui est meilleure qu'une autre. Ce qu'on sait, c'est que si un patient comprend l'étendue de sa condition, il va s'en sortir plus vite. Fait que c'est pour ça que c'est important que si vous avez mal au cou, mal au dos, puis que c'est la première fois que ça arrive, évitez le plus possible d'aller consulter en ostéopathie, en naturopathie, parce que c'est pas des gens qui peuvent vous donner un diagnostic, puis c'est pas non plus des gens qui ont une éducation standardisée assez pour expliquer votre condition. Et même s'ils essaieraient d'expliquer votre condition, ça tomberait du domaine de la pratique illégale de la médecine. Donc, comme on sait que l'explication, la compréhension de la condition, c'est ce qui est le plus important dans la reprise du contrôle des symptômes, il faut consulter avec des professionnels qualifiés au Québec. Et ça, c'est limite aux docteurs en chiropratique et aux physiothérapeutes. On continue. C'est encore flou, pour être bien honnête. Là. OK. Donc, là, je vais commencer par une définition pour mettre un peu la table de ça. Donc, bon, l'ostéopathie s'adresse à tout le corps humain. Et là, c'est une autre chose aussi. Désolé, je vais couper souvent, mais c'est parce que quand on n'a pas d'ordre professionnel, on peut s'adresser à tout. Fait que ils n'ont pas de limitation, fait qu'on peut traiter les yeux, les cheveux, les dysfonctions urinaires, les problèmes pelviens, les problèmes abdominaux. Il y en a même des ostéopathes qui vont dire qu'ils guérissent le cancer, qui vont guérir n'importe quoi de par rapport. Fait que c'est ça le problème. Fait qu'on va dire qu'on va traiter, qu'on va soigner tout, parce qu'ils n'ont pas d'ordre professionnel, parce qu'ils n'ont pas de limite. C'est ça le problème. Puis il y a beaucoup d'ostéopathes qui veulent avoir un ordre professionnel, mais j'ai bien l'impression que ça ne passera pas. Ça fait des années que c'est comme ça. Il y a trop d'ostéopathes qui ne veulent pas perdre cette amplitude de soins-là. Parce que si on a un ordre professionnel, ils vont être extrêmement limités, comme un physiothérapeute, comme un chiropraticien dans le neuromusculosquelettique, ou du moins comme un massothérapeute, le musculosquelettique. On évalue et on traite les dysfonctions. Encore une fois, on l'a vu, évaluer. Je ne sais pas si c'est volontaire de sa part, probablement pas, mais il faut enlever ces termes-là. Si vous êtes un ostéopathe, si vous êtes un naturopathe, enlevez les termes évaluation. Surtout quand c'est fait dans une plateforme publique comme ça, parce que évaluation, ça sous-entend un concept médical, un concept de professionnel de la santé. Et l'ostéopathie, en ce moment, ne peut pas faire d'évaluation, ne peut pas faire des tests, faire une évaluation dans le but d'expliquer ou de vous proposer un soin plus spécifique. Ça serait de la pratique illégale de la médecine. Un ostéopathe, comment ça devrait fonctionner, c'est que vous allez le voir, je veux un soin en ostéopathie, donne-moi un soin. J'ai mal à l'épaule, on le soigne. That's it. Ça se limite à ça pas mal, parce qu'ils ne peuvent pas faire plus que ça. Puis rendu là, au prix qu'un ostéopathe va charger pour leur consultation initiale, allez voir un massothérapeute, parce qu'au moins le massothérapeute, quand vous allez rentrer dans sa salle, il va vous donner un soin. Il ne perdra pas 1 heure de votre vie à vous donner une évaluation qui est non recommandée, qui serait de la pratique illégale de la médecine, qui vous apportera absolument rien. Fait que vous allez payer trop cher pour aucun service pertinent au lieu de juste rentrer et de donner un travail des tissus mous, des mobilisations, des choses comme ça. Pour réduire les limitations de mobilité puis aider au soulagement. Donc, ce que je tiens à dire, c'est que l'acte de la palpation tient une place très importante dans l'évaluation et le traitement ostéopathique. Puis en ostéopathie, on va utiliser des techniques directes, indirectes, viscérales et crâniennes. Les techniques viscérales qui parlent, ça, c'est beaucoup attrait à... Viscéral et crânien, là, c'est beaucoup attrait à l'ostéopathie. Il faut savoir que on n'a pratiquement pas d'évidence scientifique pour justifier que des techniques viscérales et crâniennes pourraient aider une problématique en particulier. Fait que généralement, c'est l'ostéopathie qui va s'en servir parce qu'un physiothérapeute ou un chiropraticien, s'ils font des techniques crâniennes, c'est borderline parce qu'on n'a juste pas d'évidence scientifique pour supporter ça. Puis en 2024, tout le monde devrait être EBP. EBP, ça veut dire que tu as une pratique chiropratique, physiothérapie basée sur les meilleures évidences scientifiques dans l'objectif de mieux aider ton patient au lieu de lui nuire. Vraiment que c'est vraiment... faut que tu sois à l'aise avec ton ostéopathe parce que c'est quelqu'un qui va comme tu sais c'est pas une médecine que la personne tu sais quand tu vas chez le médecin là puis qui fait juste dire lève un peu ton chandail. C'est pas une médecine, on répète, ce n'est juste pas une médecine. C'est des soins alternatifs. Puis dans le passé, tout ce qui est alternatif, c'était souvent associé avec, avec des scams, avec des vendeurs d'huile à serpent. On associait ça avec toutes des personnes qui n'avaient pas vraiment d'éducation, mais qui voulaient vous aider avec tous vos problèmes de santé. Fait que, généralement, puis si vous allez voir, je fais une vidéo à la fin février sur les vendeurs d'huile à serpent, sur les super patchs. En tout cas, on a un beau sujet qui s'en vient à la fin février, mais on catégorisait ça comme des soins alternatifs. En ce moment, chiropratique, physiothérapie, kinésiologie, c'est
toutes des, on va appeler ça des traitements conservateurs. Les traitements conservateurs, c'est la première échelle de traitement qu'on a des douleurs. Fait que ce qu'on veut, c'est avoir un professionnel de la santé qui est qualifié pour expliquer notre condition, puis après ça, recevoir des traitements qui sont basés sur des meilleures évidences scientifiques pour maximiser nos outcomes cliniques, s'assurer qu'on enlève la douleur le plus rapidement possible. Fait que ça, c'est des traitements conservateurs. Puis après ça, quand les traitements conservateurs ne marchent pas après une durée de 6 à 12 mois, on peut monter dans l'échelle et aller voir pour des injections, tout ce qui est pharmacologique. Puis si après des années, on est plus fonctionnel, il n'y a rien qui a fonctionné, mais là, on peut monter très en haut avec des chirurgies plus invasives. Important, puis c'est... Fait faut que tu sois à l'aise, il faut que tu sentes que tu as une confiance envers ton ostéopathe parce que c'est pas une pratique où que il va juste te faire un petit peu, comme te toucher un peu avec un stéthoscope. C'est pas ça. C'est vraiment... des palpations, ça rentre là-dedans pour que tu puisses évaluer justement. Évaluation. Il faut enlever ça de votre vocabulaire avec l'ostéopathie. OK. Donc, le lien thérapeutique est très important. Oui, c'est ça. Le lien thérapeutique est important dans tous les traitements conservateurs, que ce soit un chiropraticien, un physiothérapeute, un massothérapeute, le lien thérapeutique est primordial. Si le patient ne vous fait pas confiance, si vous avez des approches thérapeutiques qui ne respectent pas les valeurs thérapeutiques des patients ou l'intensité des symptômes, vous venez de mettre à terre tous vos outcomes cliniques. Fait que c'est extrêmement important d'avoir un bon lien de confiance et que votre thérapeute respecte aussi vos valeurs et l'intensité de vos symptômes. Et ça fait une belle relation de confiance, puis les patients ne sont pas plus sujets à avoir des résultats rapidement que si on ne l'avait pas. Ça. Oui. OK. Oui. Donc, là, si on continue avec toi, mettons, une fois que tu as lu la définition, comme toi, comment tu définis ça? Quel genre de comme problème on pourrait dire que tu règles tout ça? Encore une fois, on fait attention à nos termes règles. On ne règle pas des problèmes. Si on ne peut pas faire d'évaluation, si on ne peut pas donner de diagnostic, on ne peut pas régler une problématique. On peut soigner, on peut donner un soin, on peut améliorer certains symptômes de douleur, mais on ne peut pas régler. On ne règle rien. Parce que régler voudrait dire qu'on enlève tout potentiel symptomatologique, mais aussi tout potentiel cause qui pourrait se cacher en dessous de tout ça. Et encore une fois, on serait dans des termes médicaux qui laisseraient croire à de la pratique illégale de la médecine. Il faut faire vraiment attention avec les termes qu'on utilise. Je pourrais vous donner un exemple concret où l'ostéopathie a été bénéfique pour les patients. Ouais. Ça peut être ça. Oui. OK. Donc, tout d'abord, on commence par dire que l'inconfort puis le débalancement physique au niveau de notre corps, c'est une raison de consultation en ostéopathie. Encore une fois, on a utilisé le terme consultation. On ne va pas en ostéopathie pour avoir une consultation, on va en ostéopathie pour avoir un soin, point fini. Et un inconfort musculaire, on va voir un massothérapeute. Si c'est un petit inconfort, ça ne vous empêche pas de vivre, allez voir un massothérapeute, vous allez avoir un soin live là. Quand vous avez une nouvelle douleur qui ne passe pas, une nouvelle douleur qui n'est jamais apparue dans votre système de santé, allez voir un docteur en chiropratique ou un physiothérapeute parce que eux sont aptes à faire des vraies consultations, à donner des vrais tests et à donner un vrai diagnostic sur la condition neuro-musculo-squelettique. Donc, le but, comme on a dit tantôt, c'est de rétablir la fonction des structures et des systèmes du corps humain. En partant de ça, je pourrais donner des exemples de pourquoi on peut consulter en ostéopathie c'est ça. Toute la journée. Parce que exact. Pourquoi, mettons, généralement, tes clients, ils viennent te voir pour quelle raison? C'est ça. On voit des clients de 0 à 99 ans. Donc, j'ai vraiment un large éventail de clientèle. On voit des nouveau-nés. Ça, puis les nouveau-nés, il faut vraiment en parler parce que souvent, quand on va sortir de l'hôpital pour une femme enceinte, des fois, des infirmières qui sont peut-être pas très bien éduquées sur les options de traitement conservateur au Québec vont dire d'aller voir en ostéopathie avec son nouveau-né, sans raison particulière, juste pour une évaluation. Puis c'est niaiseux parce qu'ils devraient savoir que l'ostéopathie ne peut pas faire d'évaluation. Puis une autre chose à se rappeler, c'est que si votre enfant n'a pas de symptômes, donc est asymptomatique, et qu'un enfant comme tous les autres, ça sert à rien d'aller consulter avec cet enfant-là. Attendez qu'il y ait des symptômes, attendez qu'il y ait des choses, puis allez voir votre médecin en premier, puis regardez ce que votre médecin en pense. Puis après ça, regardez les autres options. Je vous suggère encore une fois que quand on parle de torticolis de pédiatrique, quand on parle de problèmes avec votre enfant, généralement, là, mettons, des fois la chiropratique, la physiothérapie va aller faire des soins pour les enfants, des bébés, des choses comme ça. La littérature là, est so-so. À part les torticolis pédiatriques, il n'y a pas grand-chose. Même les plagiocéphalies, je veux dire... Les évidences scientifiques pour les bébés, pour tout ce qui est traitement conservateur, on n'en a pas beaucoup. C'est important. Fait que, si vous aviez le choix entre aller voir un chiropraticien, un physiothérapeute ou un ostéopathe avec votre bébé,
allez voir un chiropraticien ou un physiothérapeute. Au moins, vous allez avoir une éducation qui est standardisée, puis vous allez aussi avoir des standards qui appartiennent à nos ordres professionnels pour s'assurer que c'est au bénéfice de vous et de votre enfant, ce que vous n'aurez pas en ostéopathie. Je vais en parler un petit peu plus loin parce que c'était dans des questions plus précises là, de mes abonnés, tes abonnés. On voit des enfants, des adolescents, des adultes, des aînés, des sportifs, des femmes enceintes, des gens post-accouchement, des femmes en post-accouchement, des personnes en convalescence, en réadaptation. Donc, j'ai autant des travailleurs, par exemple, qui ont des inconforts au cou, au bras ou au dos dû au télétravail. C'est un exemple. Ou les femmes qui ont subi des nombreux changements au niveau de leur corps pendant la grossesse ou l'accouchement. C'est un autre exemple où on obtient du soulagement en dégageant les tensions accumulées. Ouais. Parce que les courbures de la colonne changent beaucoup au niveau de la grossesse. Même chose pour les femmes enceintes. Si vous êtes une femme enceinte puis vous n'avez pas de symptômes spécifiques de nouvelles douleurs au bas de dos, au cou, à l'épaule, consultez pas pour rien. On va parler souvent de prévention femmes enceintes, mais encore là, les évidences scientifiques là-dessus là, sont pratiquement pas existantes. Si vous avez de la douleur, si vous avez quelque chose qui ne part pas, puis qu'avec des exercices, de l'activité physique, vous n'êtes pas capable de reprendre le contrôle, allez consulter avec un physiothérapeute, un chiropraticien. Mais d'emblée, si vous n'avez pas de symptômes, il n'y a pas de... Les études en ce moment, je veux dire, il n'y a rien qui pointe sur le fait qu'une femme qui n'aurait pas de symptômes asymptomatiques bénéficierait de traitements préventifs conservateurs. Ça peut choquer des gens souvent quand on dit ça, mais moi, j'ai pas de problème qu'une femme enceinte consulte au bureau avec des douleurs au bas de dos. On est symptomatique. Mais si une femme enceinte arrive dans mon bureau, ben moi, j'aimerais juste être suivie de façon préventive, des choses comme ça. On n'a pas tant d'études là-dessus. Si tu veux être suivi de façon préventive parce que tu as des inconforts dans le bas de dos, dans le cou, pas vraiment des douleurs, puis que tu as déjà eu des bons résultats avec les manipulations chiropratiques, avec les soins conservateurs chiropratiques, physiothérapie, ben rendu là, si ça t'aide à mieux gérer tes inconforts, tant mieux. Mais de façon préventive, sans symptômes, juste pour dire qu'on va avoir une meilleure grossesse, que ça va aller mieux, on n'a pratiquement pas d'évidence scientifique pour dire ça. Fait qu'on ne devrait pas dire ça. Donc, c'est une raison de consultation. Ouais. On voit aussi beaucoup de bébés à la clinique à Rosemère pour des torticolis, des plagiocéphalies. Mais ça, je vais en reparler un petit peu plus loin aussi parce que c'était une de tes questions de tes abonnés aussi. Par exemple, les sportifs, on en voit beaucoup aussi à la clinique. Les sportifs sont très exigeants envers leur corps. Ils veulent que ça performe bien. Ouais. Mais des fois, en faisant du sport, on peut se créer des déséquilibres ou des surcharges à certains endroits dans notre corps. Donc, l'ostéopathe va travailler en prévention pour retrouver et va essayer de redonner au corps une mobilité optimale. Là, pour, Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais il y a beaucoup de termes larges qui sont utilisés. Santé optimale, mobilité optimale. C'est des termes qui veulent rien dire. Moi, j'ai bien de la misère. Tu sais, les sportifs, là, encore une fois, si vous êtes asymptomatique, si vous n'avez pas de douleur, si vous avez vos inconforts usuels, encore une fois, les évidences scientifiques sont juste pas là pour supporter de la prévention à ce niveau-là. Puis, tu sais, je veux dire, les sportifs, c'est un cas particulier parce que même les gens qui suivent des sportifs, que ce soit au hockey ou au football, que ce soit des physiothérapeutes, des chiropraticiens qui les suivent. Fait que ces coachs-là, ces aidants-là de santé ont beaucoup de contrôle sur le sommeil, les relations amoureuses souvent, sur le degré d'entraînement, le repos, tout ça. Puis même dans ces cas-là, on est pratiquement incapable de prévenir une blessure. Parce que les blessures, c'est beaucoup de facteurs circonstanciels, c'est beaucoup de facteurs de risque qui s'accumulent, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. Fait que de penser que parce qu'on va aller consulter préventivement en ostéopathie, qu'on va s'éviter des blessures, on n'a juste pas d'évidence là-dessus. Là, ça fait déjà une demi-heure qu'on a parlé de ce contenu-là. J'ai fait à peu près 8 minutes. Fait que pour des gens qui pensent que c'est pas assez transformatif comme contenu puis que je suis en train... Il faut penser que là, j'ai pris 8 minutes puis j'en ai fait une demi-heure. Mon but, je pense que si les gens aiment ça, si les gens aiment entendre mon point de vue de façon réactive à des vidéos YouTube, laissez-moi le savoir dans la section commentaires parce que ça se peut que ça devienne un nouveau format à la clinique pour le chiropraticien. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans la section commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça. On a des podcasts qui sortent à tous les vendredis, mais on a aussi des vidéos qui sortent à tous les lundis. Les prochaines vidéos qui s'en viennent, c'est sur les MLM, entreprises pyramidales. Pourquoi une est légale, pourquoi une ne serait pas légale. On a des choses qui s'en viennent aussi sur les super collants, des super collants de santé qui vont vous donner l'apparence de soigner n'importe quoi. Fait que ça, on va parler de ça vers la fin de février. J'ai un beau podcast qui s'en vient avec un physiothérapeute de Montréal en milieu mars. Fait qu'il y a plein de nouveaux contenus qui s'en viennent sur la chaîne. Fait que n'hésitez pas à vous abonner. Passez une belle semaine. Ciao.